Donc, la navigation aérienne. Donc, c'est un e-learning bon, ben de ce 7 avril 2017. La présentation Horizon VFR sur le site internet sur lequel on s'appuie chaque fois pour faire des tutoriaux sur la navigation aérienne dans le cas présent. Donc le sommaire, diapo suivante, sommaire. Donc bon, un petit sommaire, ça permet de savoir où on va aller. En fait, le préambule, bon, il fallait en faire un. Pourquoi est-il nécessaire de préparer son vol? Alors ça paraît un peu la question un peu cucu, mais en fait, il y a toute une logique à ça. Et je pense que si vous avez eu l'occasion de faire pas mal de vols sur le simulateur, des vols dits préparés, hein, c'est-à-dire vous êtes dit, tiens, je vais partir du point A pour le point B en passant par le point C, on se rend compte que ben, si on fait ça un peu à la Jedi, hein, hop, j'arrive, j'allume mon simu, je pars à Banzai, que j'ai rien préparé, à la limite, c'est pas facile. C'est pas facile et à la limite, on prend même pas de plaisir parce qu'on sait plus où on en est, où c'est qu'il faut passer, par où, quelles sont les fréquences, quelles sont les altitudes. Là, il y a une montagne, est-ce que je vais passer au-dessus, est-ce que, etc. Donc la préparation de vol, même en simulation, et là ce soir on va parler exclusivement de simulation, même si on s'appuie sur de l'aéronautique réelle, vous verrez que c'est des choses qui tombent sous le sens, mais pourtant on n'a pas forcément l'idée de le faire. Les documents nécessaires en vol, une fois de plus, j'insiste sur le fait que c'est le vol virtuel, même si évidemment le vol réel découle des mêmes conclusions. Construire sa navigation. Donc pour construire sa navigation, on va avoir besoin de choses, notamment les cartes. Donc pour les cartes OACI, je vous renverrai sur le tuto de Graou, qui est très bien fait. Parce que si je dois faire un commentaire complet d'une carte OACI, bon, on va y passer trop de temps. C'est pas trop l'objet de ce soir. Ce soir, c'est donner des clés qui vous permettent après par vous-même de progresser à votre rythme. Lecture d'une carte VAC, alors ça on prendra un peu plus de temps parce que ça c'est quelque chose qui est plein de subtilité et le fait d'échanger entre nous ça sera plus facile. Le log de navigation, bon qui est je dirais le document ultime de sa navigation qui permet de suivre en vol la progression de son vol et les outils existants pour préparer et suivre sa navigation. Bon, là, c'est pareil, on sera assez succinct parce que des outils, il en existe une multitude. Vous en connaissez déjà certains, vous en utilisez déjà certains. Donc, je vais pas les détailler tous, c'est pas l'objet, mais on fera un petit topo là-dessus. Voilà. Donc, on passe à la diapo suivante. Non, c'est rigolo parce que j'ai pas le numéro. Je crois que j'ai mis des numéros, je les vois pas. Bon, alors c'est la préparation du vol. Alors bon, c'est un peu pompeux. J'ai essayé de faire des phrases qui tombaient sous le sens. Hein. La nécessité de bien préparer son vol et d'avoir à sa possession tous les éléments nécessaires pour le mener à bien. Alors, déjà, d'une façon à suivre une route fixée à l'avance, prenant en compte des zones. Oui, j'ai décidé de faire un vol. Je vais survoler plusieurs châteaux, plusieurs monuments, plusieurs villes pour passer chacun de ces points, je vais prendre donc des routes hein, et il faut que je fasse en sorte que ces routes que je vais utiliser ne vont pas me mettre en danger parce que il y a des obstacles ou parce qu'il y a des zones à éviter. On les verra tout à l'heure. Être capable de se situer en permanence sur une carte, ça je dirais que c'est l'élément primordial de la navigation aérienne. Il faut être en permanence capable de savoir où c'est qu'on se situe. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut anticiper. Et si on a un souci, il faut savoir où c'est qu'on est. Alors en voiture, c'est assez facile. Il y a des panneaux au bord des routes qui vous donnent le kilométrage. Hein, ou alors carrément, vous avez les bornes kilométriques qui, elles, vous permettent de suivre régulièrement votre progression. En aéronautique, c'est pas le cas. En l'air, il n'y a pas de panneau encore. Donc il faut être capable virtuellement avec son doigt de savoir où c'est qu'on se situe sur sa carte. Et si on prépare pas son vol, eh ben on peut pas savoir où on est sur la carte. C'est pas possible. Et enfin, être en mesure de se dérouter en cas de panne moteur ou de dégradation météo. Bon, mais ça, c'est toujours pareil. Vous savez qu'en aéronautique, c'est ceinture et bretelles. Donc, on se protège au maximum. Donc, la préparation du vol, elle a aussi cette finalité. Si j'ai un problème en vol, ben, je saurai où c'est que je vais pouvoir me poser ou accessoirement, si la dégradation météo est plus avancée que prévu, eh ben, quels sont les terrains de repli. Et ça, ça se fait lors de la préparation. Mais vous allez voir que, en fait, cette préparation qui s'annonce comme quelque chose de fastidieux et chiant à souhait, en fait, peut être fait d'une façon très rapide, sans forcément rentrer dans des détails très compliqués. Surtout en simulation, où certains paramètres de vol ne sont pas pris en compte comme on pourrait l'avoir dans le réel. Donc, la diapositive suivante. Une fois de plus, hein, si je vais trop vite ou quoi, vous m'arrêtez. Les documents nécessaires. Alors, les documents nécessaires pour préparer son vol,
Et puis effectivement pour le suivre aussi, hein, on est d'accord. Ben, ce sont les cartes aéronautiques. Alors il en existe une multitude. En France, on utilise essentiellement les cartes OACI France, qui sont éditées par le SIA. Comme vous l'avez sur la diapositive, en fait, il y a 4 cartes, hein, réparties entre nord, ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est. Le problème, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, s'est posé le problème. C'est marrant qu'il a fallu attendre autant d'années d'ailleurs, pour se rendre compte que les gens qui habitaient au centre de la France, ils étaient bien emmerdés parce qu'ils étaient obligés d'utiliser 2, 3, voire 4 cartes, parce que dès qu'ils commençaient à se déplacer un petit peu au sud, un petit peu au nord, un petit peu à l'est, un petit peu à l'ouest, la carte qu'ils avaient ne leur permettait pas de pouvoir naviguer correctement. Donc il y a voilà. Donc il y a une cinquième carte qui est sortie, qui est pas représentée là. C'est une carte en fait qui prend le centre de la France. Alors c'est une espèce de mix des 4 que vous avez là, mais évidemment avec une couverture beaucoup plus faible, hein, que la totalité des 4. Mais ça vous permet effectivement de naviguer tranquillement, je dirais, sur un rayon de 300 ou 400 km par rapport au centre de la France. Donc ça, ce sont les cartes OACI avec le format papier sur la gauche. On verra le format numérique après. Et sur la partie droite, on a un petit extrait de ce que donnent ces cartes aéronautiques. Bon là, j'ai pris volontairement le secteur de Montpellier, hein, où on retrouve les 2 terrains de Montpellier avec toutes les zones, les TMA, etc. On en parlera succinctement tout à l'heure. Je préfère me réserver pour les questions. La diapo suivante, c'est toujours les cartes de navigation, mais cette fois-ci, c'est la carte Bussy. Alors, la carte Bussy, c'est une carte qui est typiquement française, hein, puisqu'elle n'existe qu'en France. Alors, il y a peut-être une version belge, je crois. Oui, c'est marqué dessus, je suis idiot. Belge, luxembourgeoise et suisse. Alors, la carte Bussy, c'est une carte qui, au départ, était plutôt destinée aux pilotes ULM. Hein, la FF Plume. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui essentiellement recensait les tout petits terrains, les petits terrains ULM évidemment, sur lesquels les avions ne peuvent pas se poser. Et en fait, en partant du principe que le pilote ULM est un pilote qui vole tranquillou à sa petite vitesse, ils ont décidé de faire une carte où on mettait en avant plus les détails du terrain. Donc en fait, la carte Bussy, c'est une cartigène automobile sur lequel on va rajouter des données aéronautiques. Voilà, donc là on a le secteur de Brive par exemple, où on voit que par rapport à la carte précédente, on a le nom de tous les petits terrains, on a des noms de villes, bon, Marcillac-la-Croisilles, on a Tulle, on a un semblant de topographie avec, alors là on voit pas les courbes de niveau, mais par contre vous allez voir les zones un petit peu grisées qui sont censées montrer le relief, etc. Donc c'est une carte qui est un peu plus, je dirais, détaillée et sur lesquelles on a enlevé pas mal de données purement aéronautiques. La carte suivante, c'est les cartes des aérodromes. Donc, carte de navigation, on vient de les voir, OACI, carte Bussy, bon, j'ai pas tout nommé, il en existe d'autres, il y a la Jebsen, qui existe également. Ces cartes de navigation vont couvrir une zone, hein, ça peut couvrir, comme on l'a vu, le quart de la France, ou carrément toute la France, selon l'échelle que l'on va utiliser. Et en deuxième ressort des cartes aéronautiques de navigation, on a les cartes des aérodromes, dont les fameuses cartes VAC. VAC dans le cas du VFR. VAC qui veut dire Visual Approach Charts, donc carte d'approche à vue. Ces cartes VAC sont au format papier, dans des petits classeurs. Donc pareil, vous avez 4 classeurs, le nord-est, le nord-ouest, le sud-est et le sud-ouest. Le classeur fait une bonne épaisseur. J'aurais dû prendre le mien en photo d'ailleurs. C'est assez conséquent puisque en fait à l'intérieur de ce classeur vous allez retrouver bien évidemment les cartes VAC des terrains de votre région, c'est évident, mais pas seulement. On va retrouver également les cartes du SIV, c'est-à-dire du service d'information de vol. On va retrouver tout un comment dire, j'ai trouvé mes mots, tout un glossaire dans lequel on va vous détailler le vocabulaire aéronautique, les termes, savoir décoder les cartes, les légendes, etc. Donc c'est un bouquin c'est un classeur qui est assez épais. Et tous les mois, en fait, quand on prend ce classeur-là, tous les mois, on reçoit une enveloppe de la DGAC. Là, j'en ai eu sous les yeux, celle du mois d'avril, où à l'intérieur, vous allez retrouver toutes les mises à jour, puisque les cartes sont mises à jour tous les mois. Alors, pas la totalité des terrains, mais tous les mois, vous avez en gros, je sais pas là, une trentaine ou une quarantaine de feuilles qui sont à enlever ou à rajouter dans le classeur.
Voilà. Le format informatique existe également gratuitement sur le site du SIA, hein, sous forme de fichiers PDF. Diapo suivante, on retrouve à la fin les cartes au format numérique, donc soit sous forme de CD-ROM. Alors pendant les 2 dernières années, le CD-ROM de l'IGN était quasiment introuvable parce que les gens de la DGAC, enfin du SIA, avaient estimé que le format numérique n'était pas un format transportable et exploitable en avion. Depuis, les tablettes et les téléphones, smartphones sont arrivés, donc ils ont revu un petit peu les choses différemment. Et donc l'an dernier, puis cette année, bien évidemment, 2017, puisque les cartes elles ont changé là à la fin du mois, on a reçu les nouvelles cartes pour l'année 2017, c'est toujours au mois d'avril, hein, ne me demandez pas pourquoi. Les cartes c'est au mois d'avril, c'est pas au 1er janvier, c'est au 1er avril. C'est pas un poisson, c'est comme ça. Donc format numérique au format CD-ROM, donc vous pouvez l'installer sur votre ordinateur avec tout un tas de logiciels qui permettent de les exploiter, ou alors tout simplement au format numérique sur tablette ou téléphone. Ensuite, diapo suivante, on a donc vu les cartes aéronautiques. Après, derrière, on a le complément aux cartes aéronautiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu, effectivement, des non-pilotes, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très très spécifique à l'aviation réelle. C'est une pochette qui était éditée évidemment au mois d'avril, comme les cartes de navigation précédentes qu'on a vues, mais qui est mis à jour chaque année au mois d'octobre. Donc il y a 2 mises à jour par an. Cette petite pochette en matière plastique avec, vous voyez sur la partie droite une espèce de petite languette en fait, et dessous il y a un scratch, ça se scratch. Voilà le contenu. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a le guide VFR. Donc le guide VFR, c'est un petit manuel qui est réédité évidemment tous les ans, qui doit faire 200 pages à tout casser, où dessus on vous explique toutes les règles du VFR. Donc il y a la réglementation aéronautique, on va vous expliquer le vol de jour, le vol de nuit, quelle est la météo pour voler, quelles sont les limites météorologiques, enfin c'est le guide du vol VFR. Il y a absolument tout, c'est la Bible du pilote. Alors pourquoi c'est fourni chaque année? Parce que bon, il y a des petits changements qui sont faits de temps en temps, bon, histoire de justifier de racheter le nouveau, quoi. Puisqu'il faut avoir bien sûr le bon à la date de l'année, sinon vous êtes en infraction. Et dessus, on vous dit tout ce qu'il faut savoir. Alors des fois des choses qu'on peut oublier, donc c'est vrai qu'on s'y réfère assez facilement, mais c'est tellement dense et touffu que des fois pour trouver l'information c'est un peu galère, hein, je vous cache pas. Ce guide VFR est fourni gratuitement sur le site du SIA en téléchargement au format PDF. Mais contrairement au guide qui lui est d'un bloc, les formats PDF du guide qui le constitue, vous retrouvez avec une 50aine de fichiers PDF différents, classés par thème et par rubrique. Donc c'est pas forcément très facile à exploiter. Ensuite, il y a à côté, à sa droite, vous voyez, il y a marqué complément des cartes aéronautiques. Donc ce truc-là, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, en fait, vous allez avoir le référencement de toutes les zones qui existent en France, c'est-à-dire les zones P, hein, les prohibitives, les interdites, hein, les zones R qui sont comment dire, des zones restrictives, et les zones D qui sont les zones dangereuses. Prenons un exemple concret, je décolle de mon aéroport et puis je vois que je dois survoler une zone qui est la R138. Qu'est-ce à quoi la R138? Eh bien, je prends mon complément de carte aéronautique, je vais chercher R138, il va me dire la R138, c'est la zone militaire du Luc, elle est active du lundi au vendredi de 8h à midi, de 15h à 18h UTC, à contacter telle fréquence ou tel numéro de téléphone pour savoir si elle est active en dehors de ces heures-là. Voilà, grosso merdo. Donc, ça vous permet de savoir ces numéros de zone, à quoi ça correspond, quand est-ce qu'elles sont actives et qu'est-ce qui s'y passe dedans. Donc, quelles que soient les zones, hein, je dis les zones P interdites, les restrictives ou les dangereuses, vous avez également toutes les zones qui sont les zones de parachutage, toutes les zones de voltige aussi, et vous avez tout un chapitre dédié, ce que j'ai posté d'ailleurs cet après-midi, sur les vols de nuit, les itinéraires de vols de nuit. Tout ça, c'est là-dedans. Ensuite, vous avez une troisième carte, enfin un troisième document, c'est celui le plus en bas à gauche, qui s'appelle le carte des réseaux de très basse altitude. Donc, on appelle ça l'ASBA. C'est quoi? C'est les couloirs aériens des avions de chasse de l'armée française. Hein, le territoire, en fait, est maillé de couloirs aériens qui font quelques kilomètres de large,
Mais contrairement aux Airways où nous avions des avions de ligne qui nous laissent des belles traînées dans le ciel, là, ces zones-là sont à très basse altitude. Elles sont tellement à très basse altitude que même en avion privé, on n'a pas le droit de passer dessous. C'est pour dire qu'elles sont basses. On passe toujours dessus, mais jamais dessous. Donc là, pareil, vous avez tout le territoire qui est émaillé avec chaque airway qui est représenté par un polygone, grosso modo, qui porte un numéro. Et en se référant au complément carte aéronautique, vous saurez que la zone temps correspond à une activité militaire tel jour, de telle heure à telle heure. Voilà. Et les militaires sont très rigoureux à ce niveau-là. Si vous dites que c'est actif jusqu'à midi, à midi et quart, vous pouvez la traverser sans problème. Néanmoins, on contacte toujours un service d'information de vol, quand on est en fréquence en radio, pour s'assurer que la zone est bien libre. Et ensuite, vous avez deux autres cartes là qui sont le sud et le nord. Alors c'est quoi? Là par contre on a coupé la France en deux et ce sont des cartes au 1 millionième, donc c'est des cartes avec une échelle beaucoup plus on va dire beaucoup moins précise que la carte de navigation qu'on a vue tout à l'heure, mais ces cartes-là en fait vous permettent de monter beaucoup plus haut que les cartes précédentes. Je rentre pas trop dans les détails parce qu'en fait la réglementation a un petit peu changé à ce niveau, donc je vais rester assez flou sur le sujet. Et ensuite l'espèce de bitonio là que vous avez avec les deux ronds là, c'est une carte, c'est une règle, une règle aéronautique qui est directement à la bonne échelle en 1000 nautiques. Vous avez en fait les graduations et ça vous permet de positionner ça sur les cartes et de pouvoir mesurer directement les distances. Voilà le complément. Cette année, il n'y avait pas la règle. À partir de cette année. Ils l'ont pas fourni cette année la règle, je l'ai pas encore reçu moi. J'ai regardé le truc là. Et ils en parlaient, ils disaient que c'était plus fourni, la règle était plus fournie. Écoute, je l'ai pas encore reçu moi la pochette, normalement je vais la recevoir dans la semaine. Je sais pas, effectivement. Et puis pour ce qui est des cartes nord et sud maintenant, elles commencent à faire un petit peu doublon parce que les cartes OACI qu'on a vu tout à l'heure de navigation, initialement c'était plafonné à 5000 pieds et puis maintenant elles montent au niveau 100 et quelques quoi. Donc c'est qu'on a quasiment besoin plus que de ça. Alors avant c'était chiant parce que quand vous voliez jusqu'à 5000 pieds, il fallait avoir les cartes qu'on a vues tout à l'heure, l'OACI, et au-dessus de 5000 pieds, il fallait prendre une des deux nord et sud. C'était vraiment du grand bordel pour naviguer. Parce qu'en plus ces cartes, forcément, quand il faut les déplier avant le vol, mais quand vous faites des vols, des voyages qui vous font faire de longues diagonales, c'est un grand moment quoi. Donc maintenant c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Alors ce que je vous montre à l'écran, il faut l'avoir dans son avion. Bien sûr, on est verbalisable si on n'a pas ça dans la machine. C'est obligatoire, c'est pas facultatif. Surtout le complément aux cartes aéronautiques. Diapositive suivante. Les données météo. Alors les données météo, pareil, en simulation, si on veut utiliser les données météo, vous aurez compris qu'on est obligé de voler en météo réelle, sinon ça n'a aucun sens. Et vous verrez que quand on commence à percevoir un peu ces subtilités de la météo, en fait après on est tenté de voler qu'en météo réelle parce que ça donne vachement plus de facilité et de cohérence à son vol. Alors il y a un site sur lequel, alors je sais pas si j'aurais dû le vérifier. Je sais pas si vous pouvez vous inscrire parce que je crois qu'il faut son numéro de licence. Ce site oliviaaviationcivile.gouv.fr, en fait, c'est un petit peu le site de référence des pilotes privés. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'avant chaque vol, vous êtes obligé de vous loguer dessus et de consulter la météo et les différentes données qu'on va expliquer dans un instant. Parce que si vous voterez en avion et que vous l'avez pas consulté, vous êtes verbalisable. Même si vous avez consulté tous les sites météo qui existent sur le net, c'est celui-là qu'il faut consulter obligatoirement. Voilà. Donc, Olivia Aviation Civile, si vous cliquez un coup dessus, vous allez voir en plein écran ce que ça va donner. C'est une représentation, je fais un screen du site web. Bon, j'ai enlevé les marques tapage et tout le bordel d'en haut là de Firefox, mais grosso modo voilà ce qu'on a à l'écran. Donc vous voyez, c'est un outil. Alors Olivia, c'est pas le nom d'une pin-up, ça fait toujours fantasmer quand on dit Olivia. Mais quand on dit que c'est l'outil de ligne intégré de visualisation d'informations aéronautiques, c'est déjà un peu moins glamour. En fait, cet outil-là, c'est vraiment l'outil de base de préparation des vols. Donc vous avez vu, il y a un login, un password. Une fois qu'on va se connecter là-dessus, en fait, on va avoir accès aux différentes rubriques qui sont sur la gauche. Donc projet de vol, en fait, on va mettre son aéroport de départ, son aéroport d'arrivée et éventuellement les aéroports intermédiaires sur lesquels on peut se dérouter en cas de problème. Et après, quand on va cliquer sur les boutons météo et NOTAM, on va voir toutes les informations relatives à notre vol préparé.
Et plan de vol, eh ben, par exemple, quand on va en Corse, ça on l'utilise à chaque fois, évidemment, on dépose le plan de vol directement là-dessus. Voilà pour Olivia. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez des questions après, on pourra les traiter. Donc, diapositive suivante. On arrive toujours dans les documents nécessaires. On a vu dans les cartes aéronautiques, le complément aux cartes aéronautiques et les données météo, eh bien, on va les traiter. Alors la météo, comme je vous disais, en simulation, ça va être sympa de voler en météo réel. Bon, déjà, ne serait-ce que quand on vole à plusieurs, c'est quand même plus agréable que chacun des participants d'un vol réseau utilise la même météo, ne serait-ce que pour avoir des données qui soient quand même cohérentes en termes de vent, en termes de visibilité, etc. Bon, déjà, c'est quand même mieux. Et ensuite, si vous voulez en météo réel, vous allez pouvoir vous appuyer sur des outils gratuits sur Internet qui vont vous donner la météo réelle pour le coup, et ça vous permettra de vraiment de jouer le jeu à fond et éventuellement de visiter des zones turbulentes, météorologiques, agitées, de vous poser sur des pistes qui sont les vraies pistes en service par rapport à votre vent. Alors, je vais pas parler de tout parce que c'est pas un cours météo, c'est un cours sur les documents, mais je vais quand même un petit peu l'aborder. La première donnée météo qu'on va utiliser, c'est la TEMSI. Voilà, la TEMSI. Vous voyez, il y a une espèce je vous ai mis quelques symboles. Alors des symboles, il y en a un wagon. Hein. Tout ça, c'est disponible évidemment sur le guide du pilote. Hein. On va cliquer pour zoomer de façon à afficher cette TEMSI en plein écran. Ça, c'est vraiment. Alors, s'il y a un truc en météo qu'on prend à chaque fois, qu'on peut pas passer à côté, c'est la TEMSI, quoi. C'est pas possible de faire autrement. Alors, il faut voler dans des conditions météo, comme des fois on a en plein été où il y a un grand soleil sur toute la France. Bon, on peut se faire l'impasse, mais sinon on joue pas. Hein, parce que quand on fait de la balade, on joue pas. Alors, je vais pas la commenter entièrement, juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, vous avez donc la carte. Alors là, on est sur la TEMSI France, hein, puisqu'évidemment il y a la TEMSI Europe centrale, qu'on utilise quand on veut voir la progression de la météo sur une journée. Parce que là, au niveau de la France, là, vous voyez, on a la date 6h UTC. Imaginons que je veuille partir à midi. Eh bien, je vais prendre à la 6h, je vais prendre à 9h et je vais prendre à midi. Donc, sur les 3 dernières cartes, je vais voir l'évolution de la météo et je vais voir comment évoluent les fronts. Donc, ça va me permettre de savoir si la météo va se dégrader ou si la météo va s'améliorer. Si on va avoir une vue plus globale, on prend la carte Europe et elle va nous donner à l'échelon de l'Europe la progression. Et ça sera plus facile pour anticiper. Donc vous voyez qu'on a la carte qui apparaît à l'écran. Sur la partie droite de l'écran, il y a toujours un petit cartouche où sont spécifiées des informations. Là, on voit qu'il y a essentiellement 4 zones différentes sur la France. Il y a la A, la B, la C et la D. Bon, prenons par exemple la zone A. La zone A qui couvre le secteur de la vallée de la Garonne, entre Toulouse et Marmande, au-dessus d'Agen, grosso merdo. C'est la zone alpha. Alors cette zone alpha, si vous allez sur le cartouche à droite, vous allez voir qu'il y a tout un tas d'informations. Je vais juste les commenter rapidement. En fait, là, on vous dit quoi? Que localement, il y a du broken. Donc le broken, en fait, c'est le niveau de densification des nuages. C'est-à-dire broken, on est entre 4 et 6 huitièmes. 8 sur 8, les nuages sont soudés. On voit plus rien. C'est ce qu'on appelle l'overcast. Le broken, c'est entre 4 et 6. Ça veut dire que pour trouver un trou dans le ciel, dans les nuages, il va falloir chercher un petit moment, quoi. Donc, vous voyez la gueule du nuage que ça représente. C'est des nuages qui sont quasiment soudés les uns aux autres. Quasiment. D'accord, un peu d'espace. Qu'est-ce que c'est comme nuage? C'est des ST, c'est des stratus. Ils partent de 500 pieds à 1000 pieds sol jusqu'à 1000 pieds et 2000 pieds. Donc grosso merdo, c'est quoi? C'est des nuages qui sont à ras du sol. Le stratus, c'est ça, c'est sa particularité. Il se colle au relief, il se colle au sol et il monte pas très haut. Donc ça, c'est bien quand on survole la zone d'Agen, ça va être très bien. Par contre, si on compte se poser à Agen, c'est même pas la peine, parce qu'avec des nuages à 500 pieds sol, d'ailleurs, vous le voyez dessous, il y a marqué loc ça veut dire localement brouillard. Visibilité 0. Bon, moins comme ça, la messe est dite, visibilité 0, je vais jouer ailleurs, je pourrais pas me poser. Voilà. Donc, vous voyez, la TEMSI va vous donner renseignement. Si vous partez, disons, de Marseille, et que vous voulez aller vous poser à Agen, ou à Toulouse, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Au même titre, si vous voulez aller de Toulouse, par exemple, à Montélimar, ou à Avignon, par chez moi, là, on est en zone B. Et la zone Bravo, alors là, c'est encore mieux. Il vous dit isolé. Alors, d'une façon isolée, localement,
Embedded, ça veut dire noyé dans la masse. C'est-à-dire que vous avez des CB, des cumulonimbus, espèce de nuages en forme de chou-fleur, là, hyper dangereux, qui sont noyés dans la masse, qui partent de 3 à 4000 pieds sol et qui montent au-dessus du niveau de la carte, c'est-à-dire au niveau du 150. Donc vous voyez la gueule du nuage, le nuage il fait 4 km de haut quand même. Hein. Et en plus, à côté, pour vous rassurer, il y a la petite flèche qui vous dit qu'il y a de l'orage. Et le triangle, ça veut dire qu'il y a de l'averse de pluie. C'est que du bonheur, là. Donc, là, c'est pareil, quoi. Toute la zone B, autant dire que c'est même pas la peine. C'est involable. Involable. Et pour finir, la zone C, parce que celle-là, elle est assez rigolote, hein, vous voyez, qui est à l'ouest de la Corse, hein, au-dessus de la Méditerranée. Cette zone C, localement, il y a du S. Alors, ce S, c'est quoi? C'est des nuages de poussière de sable. Donc en général, ça vient du Sahara, ce truc-là. Donc voilà, et ça c'est en train de rentrer, quoi. Donc ce jour-là, je sais pas quel jour c'était, le 20 septembre 2014, il était pas bon de voler en région PACA, quoi. Voilà, donc on va pas rentrer trop dans le détail, mais voilà la TMC, ça demande évidemment la formation, hein, faut être formé là-dessus. Il y a des guides qui existent sur Internet, hein, qui sont accessibles gratuitement, qui permettent de décoder tous les sigles, hein, parce que des sigles, il y en a une chier. Les principaux à connaître, c'est les averses, c'est les orages, hein, l'espèce de petite flèche. Si vous regardez au milieu de la carte, là, du côté de la région de Metz, par là-haut, là, il y a une espèce de on dirait un totem indien, là, ça fait un demi-rond avec 2 traits verticaux. Ça, c'est le givrage. Voilà. Donc, il vous dit qu'il y a du givrage au-delà entre le 100 et bien au-dessus, etc., etc. Voilà. Donc, la TMC, c'est la carte météorologique de ce qui se passe actuellement. On est bien d'accord que c'est une carte, d'observation. Hein. C'est la météo qui faisait à 6h UTC le 20 septembre 2014. C'est pas la météo qu'il va faire. On va voir après. Est-ce que vous avez des questions là-dessus, même si c'est quand même assez comme ça, de but en blanc, ça pique un peu les yeux. Non, c'est bon. C'est bon. Allez, je poursuis. Donc après la TMC, on va retrouver, la WinTem. Deuxième carte nécessaire. Ce que je vous montre là, aéronautique, ça marche en simulation, ça marche super bien en fait. Hein. Très très bien, surtout avec des logiciels comme ActiveSky qui sont assez réalistes. Hein. Alors les données météo, la WinTem, c'est la contraction de vent et de température. Donc c'est pareil, il y a une légende, alors celle-là elle est beaucoup plus facile. Il y a une flèche qui donne la direction du vent, et au bout de la flèche, enfin à l'extrémité, au départ de la flèche plutôt, il y a des petits symboles qui vont représenter la force du vent. Quand il y a un grand trait, c'est 10 nœuds, le petit trait, c'est 5 nœuds, et le triangle, c'est 50 nœuds. Et comme les chiffres romains, on additionne tout, et à la fin, on a le résultat. Donc vous avez un exemple dessous de vent, un vent du nord, vent du sud-ouest, avec la force qu'elle a. Donc si on clique pour zoomer, on va voir que la carte WinTem, en fait, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est pour quel niveau la carte a été éditée, parce qu'évidemment, le vent va changer en fonction de l'altitude de votre vol. Si vous regardez tout à fait en bas, juste à droite du logo Météo France, il y a marqué Météo France, à droite, il y a marqué FL020. Donc c'est à 2000 pieds. Vous avez la carte à 2000 pieds, la carte à 5000 pieds et la carte à 10 000 pieds. Il y a 3 cartes qui sont éditées pour chaque créneau horaire. Et moi, il m'est arrivé, en allant en Corse, de me rendre compte que si on montait au niveau 50, on avait du vent de face, et si on montait au niveau 90, on avait du vent dans le cul. Donc c'est vachement important de regarder ça avant de partir, parce que selon l'altitude à laquelle vous allez voler, et surtout la destination à laquelle vous allez vous rendre, il sera judicieux de choisir le niveau de vol correspondant au vent le plus favorable. Il n'y a pas que les avions de ligne qui utilisent ça. Je vous assure qu'en aviation privée, on l'utilise également. Pour gagner du temps, et qui gagne du temps, on gagne de l'argent. Un petit peu quand même si ça reste du vol de loisir, si on peut gratter quelques minutes de vol, des fois, sur du voyage, c'est intéressant. Bon, on rentre pas dans les détails là-dessus. Hein. Bon, vous voyez le principe. Hein. On a une carte avec des flèches qui donnent la destination du vent. Si vous utilisez le logiciel comme SDVFR, hein, la petite application sur tablette et smartphone, quand vous cliquez sur WinTem, en fait, les petites flèches, il vous les affiche en surimpression sur votre carte de navigation. Donc c'est vachement pratique parce que tout en voyant son avion se déplacer sur la carte, sur FSX ou P3D, ça marche très bien, hein, évidemment. Vous avez en surimpression les petites flèches, donc vous pouvez savoir la météo, le vent que vous allez avoir dans la port ou quoi. Ça peut être judicieux pour trouver un itinéraire intéressant. Même si on fait avant tout du vol balade, hein, sur la simulation, bon, voilà. Je poursuis. Diapo suivante. Et enfin, la dernière donnée météo qu'on va utiliser, c'est l'OPMET. Alors, c'est opérationnel météorological. En fait, c'est quoi l'OPMET? On va cliquer pour zoomer, vous allez comprendre de suite. L'OPMET, en fait, c'est ce qu'on appelle,
Dans le jargon, on appelle ça les métars. En fait, c'est un bulletin météorologique. Alors, le métard, c'est l'observation, hein, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et dessous, vous avez le TAF, L pour long. Le TAF, c'est la prévision de la météo, parce que c'est intéressant de savoir la météo qui va faire sur mon terrain de destination ou sur les différents terrains que je vais survoler. Mais c'est aussi également intéressant de connaître la météo qui va faire dans les prochaines heures, hein, pour pouvoir anticiper. Donc la lecture de métard, pareil, on va aller assez vite là-dessus, mais bon, je suis quand même un petit peu obligé de l'aborder. Hein. Vous voyez que le métard, il sera toujours pareil, hein, c'est codifié pour éviter que ça soit le Y. Que vous preniez un métard en France, que vous preniez un métard à Taïwan ou au fin fond de l'Amérique du Sud, la forme du métard sera toujours codifiée de la même manière. Hein. Donc, vous allez avoir déjà marqué métard. Donc métard, ça veut dire c'est de l'observation, c'est le temps qu'il fait. Le TAF en dessous, c'est le temps qu'il va faire, la prévision. Or le TAF, souvent c'est un peu farfelu, quoi. Hein. Alors surtout en France où on a tendance à avoir des TAF qui sont toujours très pessimistes par rapport à la vérité qui va se produire. On appelle ça le parapluie administratif. Ouais, très très fort. Contrairement aux TAF américains qui sont beaucoup plus optimistes. Peut-être des fois même un peu trop, je dirais, sont certains. Bref. Alors, métard, LFMV, ça veut dire, c'est le métard de LFMV d'Avignon. Le 9, d'accord, le 9, alors le 9 du mois, hein, évidemment, hein. Donc là, c'était le 9 mars. À 8h30 Zoulou. Auto, ça veut dire que c'est un robot qui fait la météo. Sur les terrains, vous avez des robots météorologiques, donc c'est pas des êtres humains qui vont relever la vitesse, c'est un robot qui le fait tout seul. Ensuite, derrière, ce que j'ai mis dans le premier rectangle, c'est la première valeur qui va vous intéresser, vous, surtout en simulation, c'est le vent, quoi. Hein, c'est le vent. Donc 340, 11 nœuds, ça veut dire que le vent, il vient du 340 degrés, 11 nœuds. Donc Avignon, on a une piste 35. Donc si on doit se poser à Avignon ou décoller à Avignon, on sait qu'on va se poser ou atterrir en 35, parce qu'avec un vent du 340, je vous fais rappel de la leçon sur le tour de piste. Bon, on est bon. Ensuite, vous avez parfois derrière une autre série de chiffres. Ce n'est pas obligatoire. Hein. Cette série de chiffres vous permet de savoir que le vent en fait est variable, de 310 degrés à 10 degrés. Voilà, c'est son niveau de mouvement. Hein. Bon, en général, le vent quand même est assez directif. Hein. Prenez par exemple Salon de Provence. Vous voyez. Sur la troisième ligne, vous voyez que le vent, il fait 310 degrés, d'accord, 8 nœuds, rafale 18. Alors le G, c'est gust, rafale 18. Et là, forcément, rafale 18, quand il y a de la rafale, le vent, il est plus variable, hein, parce que le vent, il souffle tellement qu'il bouge plus, hein, il reste bien dirigé. Ensuite, on peut appuyer sur le bouton suivant. CAVOC, alors CAVOC, je rentre pas dans les détails, c'est le niveau de nuage. Et CAVOC, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuage jusqu'à 5000 pieds. Ensuite, on a la température, 15, 0,8. Alors 15, c'est la température qui fait, et 8, c'est le point de rosée. Le point de rosée, allez, on vulgarise au maximum. Le point de rosée, c'est à cette température-là, il pleut. Ouais, il pleut ou il y a du brouillard, mais il y a une telle niveau d'humidité qu'il pleut. Voilà, restons simples. Donc, pour des avions, aviation légère, alors là, je m'en remets à des avions réalistes, hein, comme les A2A sur FSX ou P3D. Si vous avez une température et un point de rosée dont le différence, le delta, est inférieur ou égal à 2 degrés, exemple, j'ai 15 degrés et il ferait 14 de point de rosée, je suis en givrage sévère. Hein, moteur carburateur, givrage sévère. Ça veut dire que si je mets pas la réchauffe carbu, je finis par couper mon moteur en plein vol, je givre mon carburateur et le moteur s'arrête. Donc le point de rosée, c'est pas juste pour le fun, dire tiens il va pleuvoir, je vais mettre le Tahiti douche, je pourrai me laver. Non. Le point de rosée, c'est vachement important en aviation, hein, parce que le point de rosée, ça va vous donner des éléments de pluie. Dit de pluie, dit aussi de givrage, si la température entre les deux est très faible. Ça va vous dire quoi ? Ça va vous dire que si vous arrivez en fin de journée sur un terrain où le point de rosée commence à rattraper la température, vous pourrez vous attendre à avoir du brouillard à l'arrivée. Donc c'est très dangereux. Donc ce delta est intéressant. Et ensuite le Q, c'est le QNH, 1023 hectopascal, puisqu'en Europe on a en hectopascal, contrairement aux États-Unis où on est en pouces de mercure, en ING. Donc nous on a en hectopascal, donc 1023 hectopascal, ça vous permet de régler votre altimètre. Hein. Vous avez compris que quand on bouge le pinule de l'altimètre, on va afficher une valeur
en hectopascal et cette valeur doit être identique à celle du terrain où on doit se rendre de façon à ce que l'altimètre soit réglé à la bonne altitude. Hop, diapo suivante. Alors là, il y a sur le métard, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, il y a une petite prévision. Pourtant, je vous ai dit, le métard, c'est l'observation. Il y a une petite prévision. Eh oui. Becoming, donc ça veut dire ça va devenir, attention, le vent il est de 340 degrés 11 nœuds, variable, mais attention, il va devenir un peu plus fort, et là pour le coup il va être bien axé à 350 degrés, 15 nœuds, G, gust, rafale 25. Voilà. D'ailleurs pour ça qu'à Avignon la piste c'est une 35, ils n'ont pas fait ça au hasard, hein, c'est qu'en général le vent il est toujours axé du 35. Voilà. Donc voilà, quand on décode un métard comme ça, c'est assez facile de se repérer les différentes valeurs de chiffres et de savoir rapidement un seul coup d'œil où est le vent, où est la direction du vent, la température et le point de rosée, le QNH hyper important pour régler l'altimètre et éventuellement une recommandation sur l'évolution de la météo. Voilà. Sachez que pour ceux qui utilisent ActiveSky, quand vous mettez la fonction ATIS, c'est-à-dire vous réglez la fréquence COM sur 122 décimales 00, vous avez une voie électronique qui vous donne l'ATIS du terrain, alors l'ATIS ou le métard, c'est simple, le métard, hein, du terrain le plus proche de votre position. Et lui, ce qu'il va dire en anglais, il va ni plus ni moins que lister exactement ce qu'on a là sous l'écran. Hein. Il dira Lima, Fox, Mike, Victor. Il vous donnera le vent, 340, 11 nœuds, 310, variable 0,10, Kavok, 15,8, QNH, 1023. Bon, le becoming, il le fera pas parce qu'il n'est pas assez puissant pour faire ça. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quelque chose, quand on est habitué, métard, je veux dire, un seul coup d'œil, on le décode hyper vite. Au début, évidemment, il faut s'y faire. Est-ce que c'est bon pour la météo? Ouais, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que l'heure tourne. Si vous avez des questions. Ouais, non Philippe, juste le petit point, après le becoming, il y a 35015 G25 km nœuds, 35015 à 350, non? C'est ça, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ouais. C'est-à-dire le vent, il y a toujours la direction en 3 chiffres, puisque ça va de 00 à 359. Donc, il y a toujours la direction en degrés suivie de la valeur de la force du vent. Toujours comme ça. Voilà. Donc là, dans le cas présent, on a bien 350 degrés, 15 nœuds. Alors, j'ai gust, ça veut dire rafale à 25. Voilà. Donc, on a 15 nœuds minimum et maximum, on a 25 nœuds. Ah ouais, c'est ça. D'accord, ok, merci. Alors, là, c'était la météo. Et enfin, les dernières données qu'on va récupérer sur Olivia, on appuie sur la diapo, c'est les NOTAM. Donc, je vais accélérer un petit peu. Les NOTAM, alors pour le coup, là, en simulation, les NOTAM, on s'en bat le fin parce que vous allez voir ce que c'est. Appuyez sur la diapo suivante. Voilà, vous avez l'exemple d'un bulletin NOTAM qu'on va relever sur Olivia avant de partir en vol. Donc là, par exemple, c'est un vol LFMV, LFMI, donc c'est Istres, LFML, c'est Marseille, LFMU, c'est Béziers, et puis derrière, j'arrive pas à lire parce que j'ai mon truc qui est tronqué. Donc, en fait, il nous a sorti les NOTAM de tous ces terrains-là. En fait, ça, c'est pareil. Ça, en aviation réelle, c'est obligatoire. Quand vous allez quelque part, vous devez sortir les NOTAM. Lui, pour chaque terrain, il va vous donner des informations propres à chaque terrain. Par exemple, à Avignon, il va vous dire, attention, il y a un nouveau programme de taflon de 24 heures. Ensuite, le paiement Avgas, donc c'est le carburant à la 100 LL ou le jet A1, le kérosène ou le 100 LL qu'on met dans nos avions privés. Attention, c'est espèce ou carte totale. Horaire d'activation de la CTR. Donc, après, il faut cocher les petites cases et en bas, vous faites développer et il va vous développer chaque rubrique que vous avez sélectionnée. Donc, c'est vachement important. Pourquoi? Parce qu'imaginez, regardez, vous voulez aller par exemple à Istres. Et vous voyez que vers le bas, il y a marqué à un moment donné, le 847-17, il y a marqué AD fermé. Oula, AD fermé. Et quand vous allez cliquer sur la petite case, vous allez développer, on va vous dire attention, exceptionnellement, l'AD, l'aéroport, sera fermé tel jour et tel jour. Et si c'est le jour où vous comptez y aller, c'est pas bon du tout, quoi. Donc voilà, faire attention à ça. Un exemple concret, il y a 15 jours, on est allé à Montauban, en réel. On devait aller au départ sur Cahors. Cahors, la VAC vous dit que le terrain est ouvert, il n'y a pas de souci, quoi. On prend le NOTAM et là, bam, sur le NOTAM, il marque Cahors fermé, réservé aux basés.
Voilà. Donc là, pendant 2 mois, parce qu'ils sont en train de faire des travaux sur la piste, donc l'aéroport est fermé. Mais il n'est pas fermé à la circulation aérienne, il est fermé uniquement aux gens qui arrivent pas de l'extérieur, qui ne sont pas basés à l'aérodrome de machin. Donc imaginez que vous pointiez là-bas, vous posiez, manque de bol, vous faites une sortie de piste où vous aurez un pépin, vous l'avez tout dans l'os, quoi. Voilà. Donc NOTAM hyper important. En aviation, je dirais, cette simulation, on s'en branle, quoi. Mais bon, ça c'est pour la culture. Voilou. On continue, on arrive à la fin là, je sais que c'est pas forcément le plus intéressant, mais bon, je suis obligé quand même d'en parler un petit peu. Ce sont tous les documents nécessaires, d'accord? Donc les documents nécessaires. Imaginez que dans un avion, il faut avoir tout ça. C'est pour ça que les sacs de vol, on dirait des valises là, qu'on se trimballe sur le dos, parce qu'il faut avoir avec ça, tout ça en permanence. Pour la partie simulation, je vous ai juste marqué en rouge la fiche de pesée, parce que ça peut être intéressant aussi à maîtriser, même au niveau simulation, pour si peu qu'on utilise des avions qui gèrent bien la pesée. Donc, je vous engage à cliquer sur la petite la souris pour passer à la fiche suivante. Et là, on arrive sur la fiche de pesée. Je ne vais pas la détailler. Sachez que sur chaque avion, on a une fiche de pesée. Essentiellement, ça sert à quoi? Ça va permettre de vérifier le centrage, c'est-à-dire en fonction des passagers, du carburant et des bagages qu'on va mettre dans l'avion. Et on va pouvoir déterminer si on est bien centré, c'est-à-dire si on n'est pas centré avant-arrière. Alors vous voyez sur le petit crowbar là, il y a une espèce de petit logo là, enfin ça fait une espèce de, ça ressemble à une portière d'avion d'ailleurs là. Ça c'est la zone dans laquelle on doit se trouver. Et en fonction des valeurs qu'on va rentrer sur le nombre de passagers, le poids de chacun, les bagages et l'essence, le petit point vert il va se balader là-dedans. Et il faut surtout pas que le point vert il sorte dedans. S'il sort de dedans, on décolle pas, hein, sinon on se tue. Hein. Voilà. Et pareil pour la masse max, c'est-à-dire que si j'ai un avion et qu'on est 2 ou 3 gros bébés dedans avec des valoches et les pleins, et que le point vert, il est au-dessus du trait le plus en haut. Hein. Alors là, du coup, c'est pareil, on décolle en masse max, dépassé. Bon, alors il y a toujours des, comment dire, il y a des marges hein, sur quand on vous dit la masse max de cet avion elle est d'une tonne 2, en réalité vous pouvez monter à une tonne 3, vous allez pas vous flinguer quoi. Mais dans l'absolu, on dépasse pas la masse max quoi. Alors si on la dépasse de 50 kilos et qu'on fait une sortie de piste au décollage, eh ben on l'a tout dans l'os et non, c'est pas encore. Et je crois pas. Et en fait, si on dépasse la masse max au décollage, eh bien on est en infraction. Par contre, si vous décollez avec la masse max dépassée de 50 kg par exemple, hein, et que vous voulez pendant 1h30, vous allez manger les 50 kg en carburant, vous allez vous poser et vous serez dans réglementation. Donc des fois, il peut arriver que sur certains vols, on se prenne ce petit delta en plus de la masse max autorisée au décollage, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de risque majeur. Néanmoins, s'il arrive un pépin, c'est tout pour nous. Mais par contre, ça permettra de voler en sécurité parce qu'on aura pris les 30 ou 40 litres de carburant en plus qui nous permettront d'arriver plus sereinement ou d'éviter de faire une escale pour refueler, par exemple. Voilà, oui, tu as raison. C'est la fin de cette première partie. Est-ce que vous avez des questions sur ce que l'on a vu ? Bah non. Je vous ai assommé là. Je le sens quoi. Je vous ai assommé. Quoi. Mais bon, c'est assez rébarbatif comme ça, mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est très intéressant. Le centrage de l'avion, il se fait automatiquement. Hein. C'est un truc que tu rentres dans un logiciel, c'est ça ? Alors dans la réalité, oui, on a des fichiers Excel qui sont faits dans les aéroclubs pour chaque avion avec les paramètres de chaque avion et on remplit les cases sous Excel. Tu as un petit bouton calculer et tu as le point qui va se positionner. Après, si tu utilises des logiciels comme SDVFR en tablette, hein, je pense celui-là, tablette ou téléphone, tu rentres l'avion dedans, c'est-à-dire tu te crées un avion, tu te crées des profils d'avion où tu mets le poids de l'avion, tu rentres toutes les données caractéristiques de la machine et toi après, avant de faire ton vol, sur ton téléphone, ton smartphone, tu mets le poids des passagers, des bagages, l'essence et lui te fait la fiche de pesée automatiquement. Alors en simulation, c'est vachement important sur des avions de type A2A. Hein. A2A, par exemple, alors je prends A2A, mais il y en a d'autres certainement, mais bon, je pense à celui-là. A2A, au niveau de la pesée, c'est vachement puissant parce que
Si vous mettez en vue extérieure et que vous lancez le manager de vol, vous rentrez donc les passagers, vous choisissez si vous voulez 1, 2, 3 passagers, plus vous à 4 comme pilote évidemment. Vous choisissez si vous voulez des hommes ou des femmes avant à l'arrière. Bon, ça c'est juste pour le design de la vision des visages des passagers, mais par contre vous allez pouvoir choisir leur poids, quoi, avec des petits boutons qui font monter ou descendre les poids. Et au fur et à mesure que vous allez monter le poids des passagers, du carburant et des bagages, vous allez avoir l'avion qui va commencer à se tasser. Comme une voiture à laquelle on chargerait la mule. Et en plus, bon, alors visuellement ça c'est sympa parce qu'on voit l'avion qui a tendance à s'écraser un peu plus au sol, mais surtout c'est sympa, c'est au niveau du pilotage, parce que si vous prenez un Cessna 182 que vous êtes seul à bord avec 100 litres, vous allez avoir l'avion qui va décoller rapidement. Vous faites la même chose avec l'avion chargé ras la gueule avec 4 passagers. Eh ben vous allez voir, vous allez bouffer 300 ou 400 mètres de piste en plus, quoi. Donc ça, c'est pour le coup, c'est vachement réaliste. Vraiment, vraiment réaliste. C'est pour ça que j'en parle de la fiche de pesée, parce que même si on reste dans un univers de simulation aérienne, ce sont des paramètres, le poids de l'avion, qui rentrent dans la façon de le piloter et dans sa maniabilité, et surtout, ça va déterminer la longueur de piste aussi bien pour le décollage que pour l'atterrissage. Et l'altitude de l'aéroport et la température. Exactement, oui. Alors, pour déterminer effectivement la longueur nécessaire pour décoller et atterrir, on utilise en fait le manuel de vol de l'avion, où il y a des abacs qui déterminent selon, en fait, il y a plusieurs paramètres. Bonsoir. Plusieurs paramètres. Donc, il va y avoir le paramètre évidemment du poids de la machine, avec les passagers, le carburant, les bagages, etc. Il va y avoir le paramètre évidemment de la température extérieure qui est déterminante pour faire fonctionner plus ou moins bien le moteur. Il y a évidemment l'altitude, autant dire que plus on monte, plus l'air est rare et moins il est dense, donc c'est compliqué. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, un aéroport, un altiport comme Courchevel, on perd 50% de la puissance moteur, quoi. C'est carrément énorme, hein. Énorme. Une machine de 100 chevaux, elle en fait plus que 100, quoi. Voilà. Et puis quoi? Eh ben aussi la surface de la piste, parce que si vous avez une piste en terre ou une piste en béton ou une piste en asphalte, vous aurez pas la même adhérence, donc vous aurez pas les mêmes longueurs de roulage avant le décollage. Et l'état de la piste, parce que si la piste elle est sèche ou si elle est humide, de la même manière, on n'aura pas les mêmes surfaces. Longueur de roulement avant de pouvoir en décoller. Donc tout ça, il y a des abacs, il faut des tableaux, puis en fonction du cas où on se situe, on sait avec exactitude la distance qui est notée pour l'atterrissage et pour le décollage. Un ordre d'idée, par exemple, le Cessna 182, pour décoller de Courchevel, il lui faudrait environ 1,6 km de piste pour décoller. Voilà. Si la piste était plate. La piste elle fait 390 mètres, mais elle est en pente. Donc la pente permet de récupérer, parce que là aussi c'est pareil, ça fait partie des paramètres. En fonction du pourcentage de la pente, on va récupérer virtuellement de la longueur de piste. Tout ça, pareil, c'est défini par des abacs. Voilà. Bon, ça on sort un petit peu de la navigation, mais ouais, c'est toujours très intéressant de parler de ça aussi. Voilà. Oui, parce que oui. Concernant les avions, et c'est vrai qu'on sort un petit peu du truc. Quand tu parlais de SDVFR, là, quand on voit sur les données que l'on doit rentrer quand on met un nouvel avion, le taux de montée, le taux de descente, la consommation, bon, tu me diras, on trouve normalement tout ça dans le. Oui, c'est ça, je crois. Mais après, on te parle, il y a un poids du centogramme. Unité pour les bras, bah, comment veux-tu récupérer tout ça comme données? Je sais pas où les récupérer, quoi. Ouais, en fait, ouais, mais parce que c'est quand même un outil qui est plus orienté vol réel. Alors, moi, je propose, s'il y a des gens qui sont intéressés pour utiliser ce produit-là et accessoirement bien le configurer pour les différentes machines, je crois qu'à un moment d'ailleurs on en avait plus ou moins parlé de ça, c'était en fait de faire une espèce de copie d'écran de configuration type pour des machines de type DR400, Cessna 182 A2A, Cessna 182 Carenado, Cessna 172, les principales machines, le Tecnam par exemple, etc. De façon à ce que il suffit de noter les différentes données, parce que en réalité, pour remplir certaines de ces valeurs-là, dans l'absolu, tu n'as pas la donnée
sur le manuel de vol de l'avion. J'avais fait un petit topo là-dessus sur le forum où j'expliquais qu'effectivement, pour déterminer le taux de montée et le taux de descente, en fait, il faut le tester avec un avion, quoi. Il faut monter, tu te mets en palier à 80 nœuds, tu réduis, tu descends, tu vois quel est le taux de descente, bon, etc., etc. Mais bon, voilà. Là, on s'éloigne un peu du sujet, quoi, hein, mais ça pourra se faire. Ouais, effectivement, ça pourra se faire. On pourra même faire à la limite un truc dédié sur SDVFR, hein, parce que c'est un truc qui est assez pointu, hein, et qui colle d'ailleurs très bien à ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Je propose de poursuivre. Donc, Pascal, on attaque la partie 2.